Ceci est le journal d'Ossam Al-Madoun. Depuis l'écriture des premières pages de son précieux journal, le niveau d'atrocité n'a cessé d'augmenter chaque jour à Gaza. Il commence à écrire au 3e jour de guerre. On appelle ça encore guerre à l'époque, même si on sait aujourd'hui plus que jamais que ce n'en est pas une, mais qu'il s'agit d'un long processus colonial, d'un nettoyage ethnique, il s'agit d'un génocide. 3e jour de guerre. Ossam est réveillé par sa femme, Aber, en pleine nuit. Obscurité totale. Quelqu'un frappe à la porte, c'est la voisine du 5e étage. Qu'est-ce qui se passe, homme Saleh? C'est Salma, ta fille, qui est au Liban. Elle essaye de te joindre depuis des heures, et comme elle n'arrive pas à t'appeler, elle a appelé ma nièce qui est en Jordanie, qui m'a appelé pour te joindre. Elle est paniquée parce que tu réponds pas. Salma, la fille de Sam, est au Liban pour son master. Parmi les familles qui sont hébergées au sous-sol de l'immeuble, certains disent à Ossam qu'il y a peut-être du réseau là au bout de la rue. Alors malgré les bombardements continus à l'extérieur, Ossam sort sans réfléchir, il appelle sa fille, il essaye sans succès 1 fois, 2 fois, 10 fois, à la 17e fois ça sonne, de l'autre côté. Salma, ma fille, tout va bien. Toutes les communications ont été coupées. Elle ne dit rien, elle se met à pleurer profondément. J'avais très envie de pleurer moi aussi, mais je pouvais pas. Je sais pas ce que j'ai pu lui raconter pour qu'elle se calme. 6e jour de guerre. Au 6e jour de guerre, Aber réveille encore Ossam en pleine nuit. Il est 2h22 du matin et elle a reçu un message de la Croix-Rouge. Aber travaille dans une organisation humanitaire et on lui demande d'évacuer la ville de Gaza vers le centre parce que l'armée israélienne prévoit de détruire 2 municipalités sur 5 à Gaza. 2 municipalités sur 5 à Gaza, ça signifie plus d'1 million de personnes qui doivent partir entre le lever du jour et le lendemain à 14h. Dans l'immeuble, beaucoup de familles dorment au sous-sol, donc, à cause des bombardements. Et toute la nuit, tout le monde réfléchit, ça fait des va-et-vient comme ça dans les couloirs. Alors toi, tu pars, tu restes, qu'est-ce que tu fais, tu vas aller où? Et ils iraient où d'ailleurs? Ossam et Aber, et la mère d'Ossam de 83 ans, et la maison, 25 ans d'une vie à travailler corps et âme pour acheter notre propre maison. À 6h45 du matin, ils décident de partir vers le centre, au camp de Nusayrat, pour se réfugier dans la famille d'Aber. Selma, leur fille qui étudie au Liban, les appelle. Il n'y a pas de mots, bien sûr, pour la calmer. Salma fait une maîtrise en droits de l'homme et en démocratie au Liban. Elle étudie les lois qui peuvent amener tout criminel contre l'humanité à répondre de ses actes devant la Cour internationale de justice. Des grands mots, dit Ossam. Parce que ces grands mots ne s'appliquent pas à tout le monde. Ils s'appliquent aux faibles, bien sûr, mais jamais aux pays occidentaux. Ils ne s'appliquent jamais, bien sûr, à Israël, quoi qu'il fasse. Israël occupe la Palestine depuis des décennies et n'a jamais été remis en question. Israël a mené plus de 5 guerres contre Gaza, tuant des milliers de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, détruisant des maisons, des bâtiments, des écoles, des hôpitaux, et pourtant Israël n'a jamais été tenu pour responsable. Aujourd'hui, Israël pratique un génocide et un nettoyage ethnique contre 1 100 000 personnes, les dépossédant de leurs maisons, les jetant dans l'inconnu, et pourtant le monde regarde, et pire, justifie ce que fait Israël. Dans son journal, Ossam écrit « Depuis 55 ans que je vis sur cette terre, j'ai été témoin que de violences, de prisons, de morts, de sang, de bombardements, d'attaques aériennes, d'embargos, de restrictions de mouvement, aucun espoir, aucune sécurité. Et pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que par hasard je suis né à Gaza? Est-ce que c'est de ma faute? De quoi m'accusez-vous? Dès ton premier souffle de vie à Gaza, tu es considéré comme terroriste par les Israéliens qui, avec le feu vert de l'Occident, peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent. C'est le 2e jour de guerre chez mon beau-père, je sais pas quoi faire. J'essaye d'appeler notre fille au Liban de temps en temps, mais on n'a pas internet, pas d'électricité et l'eau commence à manquer. Là, il y a juste assez pour les 3 jours à venir, en se rationnant. Les bombardements continuent. Aujourd'hui, j'ai appelé un ami qui a quitté la ville de Gaza pour s'installer à Rafah avec sa famille. Rafah, c'est la ville la plus proche de la frontière égyptienne. Comment tu vas? Je vais bien. La famille? On va tous bien. Et vous êtes où?
On est dans une école à Tel Al-Sultan, à Rafah. Mais pourquoi dans une école? Je peux vous trouver un appartement, j'ai un ami qui peut vous accueillir. Non, merci, je suis bien ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais dans quelles conditions vivent les gens qui sont dans les écoles. T'inquiète pas, je suis bien ici. Beaucoup d'amis m'ont proposé des appartements, mais moi je reste ici, je reste dans l'école. Ok, d'accord. Comme tu veux, mon ami. Soyez prudent. Il est têtu, il refuse de l'aide. Un jour, son orgueil le tuera. Mais je peux pas le juger. Des milliers de maisons ont été bombardées sans avertissement. Peut-être que lui, il se pense plus en sécurité dans une école. Pourtant, il y a 2 jours, un abri scolaire a été bombardé à Khan Younis, 5 morts et 22 blessés. Il y a 5 jours, c'était dans le camp de Maghazi, 3 morts. Dans tous les cas, chacun essaye de survivre comme il pense être le mieux, comme il peut. J'appelle un autre ami, Majed, qui a aussi quitté le nord de Gaza pour s'installer dans un abri scolaire à Khan Younis, à 5 km de la frontière égyptienne. Comment tu vas? Je vais bien. Ça se passe comment à l'école? J'y suis plus. Je suis retourné chez moi, je suis retourné à Gaza. À Gaza, mais c'est dangereux, peu importe. C'est beaucoup mieux que de rester à l'école. 4000 personnes dans un espace aussi restreint, les femmes et les jeunes enfants sont entassés dans 22 pièces, les hommes sont à même le sol dans la cour de l'école. Des files d'attente pour utiliser les toilettes répugnantes, pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, pas de lumière la nuit, pas d'intimité, beaucoup de tension, les gens se battent et se disputent pour tout. Je pouvais pas tolérer cette vie. Ici au moins je suis chez moi, je vais nulle part. Si je survis, je survis. Si je meurs, que ce soit dans la dignité. Je pouvais rien lui dire d'autre que porte-toi bien mon ami et reste à l'abri. J'espère qu'on se verra bientôt. 20 octobre 2023, je rentre à la maison à pied. Marcher et conduire, c'est pas la même chose. En conduisant, je vois des maisons détruites des 2 côtés de la route, beaucoup de maisons détruites, chaque jour de nouvelles maisons détruites. Mais en marchant, c'est différent. Je vois ces maisons de beaucoup plus près, je vois plus de détails que je ne peux le voir en conduisant. Je vois comment des immeubles de 3 ou 4 étages se sont écrasés les uns sur les autres. Les plafonds rattachés au plafond d'en dessous avec les meubles, les affaires des gens éparpillés partout dans la rue. Certaines maisons sont même coupées en 2, on peut voir la moitié d'un lit par exemple. Une partie de cuisine, une salle de bain, des vêtements, des affaires personnelles, des livres, des cartables déchirés, plein de poussière. La plupart de ces maisons ont été bombardées alors qu'elles étaient pleines d'habitants. Beaucoup en sont morts et peut-être que beaucoup d'autres sont encore sous les décombres. Je termine cet épisode avec de bonnes nouvelles de ma fille Salma, qui fait son master au Liban. L'université lui a accordé une bourse qui couvre toutes ses études. Mon chien, Buddy, est un petit chien blanc adorable. La plupart du temps, il joue, il saute partout. Il aboie de sa douce voix, il court après les chats. C'est un chien courageux. Mais quand il y a des bombardements, il a peur. Il court vers moi ou Haber, il se cache derrière nous et si on est au lit, il saute sur nous, il enroule son corps autour de nos têtes. Il tremble, il respire rapidement. Son corps devient tout raide. Il n'y a rien qui peut le calmer. Je me sens impuissant. Je ne sais pas quoi faire pour le libérer de sa peur. Buddy est comme des centaines de milliers d'enfants à Gaza qui ont peur, qui sont pris de panique, incapables d'exprimer leurs sentiments. Personne ne peut les aider ou les libérer de leur peur. Leurs parents aussi sont impuissants. Eux aussi, ils sont terrorisés, ils sont paniqués. Ce cauchemar va-t-il enfin prendre fin ? 23e jour de guerre. Chaque jour, c'est pire. Hier, des bombardements et des tirs qui venaient de terre et de mer ont commencé à midi et n'ont pas arrêté jusqu'à ce matin à 7 heures. Des bombardements qui font trembler l'air, les murs, les arbres, nos cœurs et nos esprits. 23 jours à compter, morts, blessés, destruction, agonie, humiliation, faim, maladie. 23 jours et chaque jour, on perd un peu plus d'espoir, un peu plus de nos forces, un peu plus de notre humanité. Le Hamas a tué des civils, ils doivent, au regard des lois internationales, rendre des comptes à la Cour internationale de justice. Mais est-ce qu'on peut parler des autres ? Il y a 20 ans, Israël a divulgué des documents secrets de 1948 et d'avant. Ils ont admis
Ils ont avoué qu'ils avaient commis des massacres contre les Palestiniens dans de nombreux villages, tuant de sang-froid des innocents, des hommes, des femmes, des enfants, à Tantoura, à Deir Yassin, à Kafr Qassem et dans beaucoup d'autres villages. En plus de ces documents, de nombreux anciens soldats ont admis qu'ils avaient participé à l'assassinat de civils, à des viols, à des meurtres contre des femmes. Certains parlaient avec regret, d'autres parlaient avec fierté de ce qu'ils avaient fait. Ce sont des crimes contre l'humanité selon les lois internationales. Vont-ils être traînés en justice? Les Israéliens ont rejeté les Palestiniens de leurs terres. Ils les ont dépossédés, vidé tous les villages et toutes les villes. Un génocide évident et flagrant. Détruire 800 villages. Provoquer une catastrophe nationale. Forcer les gens à devenir des réfugiés dans de nombreux pays partout dans le monde, en particulier en Syrie, en Jordanie, au Liban. Pendant des années, Israël n'a pas cessé de poursuivre les criminels nazis qui s'étaient échappés et se cachaient après la Seconde Guerre mondiale. Il voulait les faire juger. C'est une bonne chose et ça me satisfait. Les criminels doivent être jugés. Tous les criminels. Sans distinction. Sans exception. Aujourd'hui, Israël a déclaré la guerre au Hamas. Tous les pays occidentaux sont de leur côté. Mais regardons cette guerre de plus près. 302 Palestiniens ont été tués à Gaza entre le 28 octobre à 18h et le 29 octobre à midi. Je rappelle qu'on est à cet endroit du journal de Sam au 23e jour de guerre, le 30 octobre 2023 à peine. Ça fait 8005 personnes depuis le début des hostilités, dont 67% de femmes et d'enfants. Qu'est-ce que tous ces morts ont à voir avec la lutte contre le Hamas ? Israël a détruit et endommagé 55% des logements de la bande de Gaza, environ 200 000 habitations détruites ou dégradées, forçant 2 100 000 personnes à s'amasser dans un espace où vivent déjà 1 million de personnes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte contre le Hamas ? Les 28 et 29 octobre, le quartier des hôpitaux de Al-Shifa et Al-Quds, dans la ville de Gaza, et l'hôpital indonésien du nord de Gaza ont été bombardés. Il y avait dans ces lieux, bien sûr, des centaines de patients, de soignants et environ 117 000 personnes déplacées internes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte contre le Hamas ? Depuis le 29 octobre, plus d'1 400 000 personnes sur 2 100 000 Gazaouis ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont 671 000 personnes hébergées dans des abris des Nations Unies qui dépassent de 3 fois leur capacité initiale. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte contre le Hamas ? Israël interdit l'entrée de carburant, a coupé l'eau et l'électricité à 2 100 000 Gazaouis. La coupure d'électricité a entraîné l'arrêt des stations de pompage. Les eaux usées se déversent partout dans les rues, causant la transmission de maladies liées à l'eau. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la lutte contre le Hamas ? Plus de 40% des établissements scolaires à Gaza ont été frappés depuis le début des hostilités. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte contre le Hamas ? Israël empêche toute nourriture, secours, médicaments et autres produits d'atteindre les 2 100 000 Gazaouis. Personne ne peut quitter ni entrer dans Gaza. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte contre le Hamas ? Dans son journal, Hossam écrit « Depuis plus de 30 ans, je travaille dans le secteur humanitaire, ma femme aussi. Tous les deux, nous avons étudié le droit international humanitaire, nous y avons cru. Nous avons appris que ces lois doivent permettre de rendre justice et de prévenir les innocents et les civils en danger, particulièrement en temps de guerre. Notre fille a suivi notre exemple, elle a étudié le droit à l'université et maintenant, elle est à l'étranger pour faire une maîtrise en droits de l'homme et en démocratie. Mais pourquoi devrions-nous être les seuls à nous soumettre, à obéir aux droits internationaux ? Pourquoi pas les puissants ? Pourquoi pas ceux qui tuent ? Pourquoi ?
5 décembre 2023, 59e jour de guerre. En rentrant du marché, sur la charrette en bois tirée par un pauvre âne faible, j'ai vu un petit papillon blanc. Il volait comme ça à côté de l'âne pendant plus de 5 minutes. C'était si beau de voir quelque chose de beau au milieu de cette obscurité. Ça m'a fait sourire. Jusqu'à ce que je me souvienne de vieilles lectures selon lesquelles, dans certaines cultures, le papillon blanc est un signe de mort à venir. Je ne suis pas superstitieux, mais l'idée ne m'a pas quitté. J'écris ce texte et autour de moi, les bombardements et les tirs d'artillerie n'ont pas cessé. Des centaines de personnes sont tuées à l'heure actuelle. Peut-être que moi et ma famille, on fera partie des suivants. Tous ceux qui ont été tués, plus de 22 000 personnes ces 50 derniers jours, ne savaient pas qu'ils allaient être tués de cette manière brutale. Pauvre papillon, je ne t'en veux pas du tout. Tu es magnifique. Je sais que c'est pas toi ou ton effet. Je sais que c'est l'armée d'occupation israélienne qui a tué sans pitié tous ces gens. Post-scriptum. J'aime les papillons. Au 67e jour de guerre, Hossam Al-Madoun écrit un texte magnifique qui s'appelle « Un jeune analyste politique et militaire ». Ma femme Aber fait un travail formidable. Elle gère, elle facilite, elle soutient une grande équipe de conseillers, de travailleurs sociaux, d'infirmières, de physiothérapeutes. Moi-même, j'assure le suivi et le soutien d'une équipe de travailleurs sociaux dans la zone centrale et aussi dans le sud. On est accueilli par le docteur Rafat Al-Haïdi, le directeur de l'hôpital Al-Wafa au camp de Nusayrat. C'est un homme formidable, vraiment. On sent qu'il dort jamais, il bouge tout le temps. Il gère une énorme équipe de médecins, d'infirmières, d'employés. Il se procure tout ce dont l'hôpital a besoin. Il contacte toutes les ONG, tous les donateurs du jour. Il nous a proposé gentiment un local équipé d'électricité et d'internet pour faciliter notre travail. Après la longue journée à l'hôpital d'Al-Wafa, Aber et moi, comme on n'a pas d'électricité à la maison, pas de réfrigérateur, qu'on ne peut pas stocker les légumes frais, on achète tout ce dont on a besoin au jour le jour. Donc après une longue journée de travail, on marche 2,5 km pour rentrer à la maison et parfois on trouve un âne qui tire une charrette en bois et on monte à bord. Mais parfois pas, alors on marche à pied avec nos sacs. Aujourd'hui, heureusement, après 20 minutes de marche, on a trouvé un ânier. Il allait vers le quartier de Sawara, là où on habite. Il nous avertit que les frais sont de 3 shekels chacun. On accepte. On monte avec lui et après quelques minutes, on entend une énorme explosion. Ça nous effraie. Aber dit involontairement que c'est très proche. Et le jeune ânier, lui, qui est très détendu, il dit non. C'est au moins à 1 kilomètre au sud. C'est loin. Aber dit mais comment tu le sais ? Je le sais. Et tu devrais être capable de le savoir, toi aussi. Et pourquoi est-ce qu'on devrait le savoir ? C'est la première fois que tu assistes à une guerre à Gaza ? T'es pas d'ici ? Si ? On est d'ici ? Alors c'est étrange, tu devrais être capable d'identifier le son des explosions et de mesurer où elles se trouvent. Et tu devrais aussi être capable de faire la différence entre le son des missiles et celui des roquettes Shillings. Comment tu t'appelles ? Ahmad. Quel âge tu as, Ahmad ? 9 ans. Tu vas à l'école ? Oui, bien sûr, mais pas maintenant parce que c'est devenu des abris. Mais bien sûr, je suis en 4e. En 4e année primaire à l'école. Et maintenant, Ahmad, qu'est-ce que tu fais ? Comme tu le vois, j'aide ma famille à avoir des revenus après la mort de mon père. Il est mort quand, ton père ? Il y a 2 semaines, quand ils ont attaqué le supermarché à Nusayrat, il passait par là quand c'est arrivé. T'as des frères, Ahmad ? Oui. Hassan, mon frère aîné, et puis j'ai 2 sœurs aussi plus jeunes, et j'ai ma mère. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer, Ahmad ? Eh bien, le rêve des Israéliens est de voir Gaza se vider par tous les moyens. Ils vont continuer à frapper, à bombarder, à détruire, à tuer, jusqu'à ce qu'ils nous poussent tous en dehors de Gaza. Ou jusqu'à ce qu'ils nous tuent tous. Et qu'est-ce que tu penses que nous devrions faire, Ahmad ?
faire ce que nous faisons maintenant. Rester et vivre.